Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais illustrer une phrase de Napoléon à propos de la neutralité. Donc le titre de la chronique sera « Neutralité ». La neutralité, c'est le désarmement des autres, disait Napoléon. Pour François Hollande, c'est à peu près la même chose. Truquer les élections, c'est désarmer le peuple en lui faisant croire que le suffrage universel a statué. Seul le Conseil constitutionnel peut valider une éventuelle tricherie, un éventuel manquement aux règles élémentaires du scrutin, mais à la tête de celui-ci se trouve un personnage obscur et détesté par le peuple qui n'a pas été condamné dans l'affaire du sang contaminé et qui a fait l'apologie du terrorisme en encourageant les actions du groupe terroriste Al-Nosra en Syrie, collaboration à moitié avouée de la France avec les forces de la coalition et les terroristes islamistes. Nos amis sociodémocrates nous accusent et nous jugent pour de telles déclarations honteuses, mais il ne s'agit nullement de complotisme, comme ils ont tant l'habitude de nous le lancer à la gueule à cause de leur ignorance crasse. D'ailleurs, dès qu'on leur demande d'étoffer leurs provocations infantiles, ils se défilent lâchement, tout simplement parce qu'ils sont ignorants, en croyant savoir. Ils sont comme des sales gosses qui diraient « Vas-y, fais voir ton truc, tu dis qu'il est gros, mais fais-le voir, t'es même pas cap. » Ils sont toujours à nous harceler, comme ces moustiques à l'entrée de l'été qui nous dévorent à volonté, et dès que nous satisfaisons à leurs demandes, ce n'est jamais assez. Ils trouvent encore à redire, les casse-noisettes de l'incompétence, les empêcheurs de tourner en rond. Mais si j'ai envie de tourner, je tourne, merde. Qu'est-ce que cela peut bien leur faire que je croie à la manipulation et au mensonge d'État? Ça les gêne en quoi? Ce sont eux les intolérants, les ignorants, les tricheurs qui s'acharnent à nous ridiculiser pour nous faire taire et pour minorer nos recherches. Ce sont eux qui assassinent la vérité, démons de pacotille. Manche-clou, susnommé aux aussi longues dents. Manche-clou, surnommé aussi longues dents. Et œil de Satan, et Lord Highlife, et sultan des tousseurs, et crâne en sel et pieds noirs, et haut de forme et baie des menteurs, et parole d'honneur, et presque avocat, et compliqueur de procès, et médecin de lavement, et âme de l'intérêt, et plein d'astuces, et dévoreur de patrimoine, et barbe en fourche, et père de la crasse, et capitaine des vents. Manche-clou, le chef-d'œuvre d'Albert Cohen. Chure de mouche, véreuse, que sont les pourfendeurs du vrai, résidus de fond de tiroir poussiéreux dont la toux fait vibrer les réverbères. Il n'y a pas à dire, mais ils sont bêtement fiers, ces fourbes garants de la vérité assassinée, à nous casser les burnes en début de menu. Cet argument du faible pour ridiculiser un interlocuteur sérieux, pourfendeur du mensonge qui passe des mois à faire des recherches, cet argument du complotiste est systématiquement employé par celui qui refuse d'accepter la vérité. Elle est là, devant ses yeux aveugles, et il ne la voit pas. Il se contente de son petit confort, en rentrant le soir chez Bobonne, qui lui a préparé son repas de raviolis en boîte, fourré au canigou pour la laine et les boutons sur sa gueule de rat, ses pantoufles, son journal et sa TV LED, 4K, pour y voir en grand format et en 3D, toutes les horreurs de l'humanité au journal de 20h sur TF1, ou sur la 2, où ça pue Jadass. Ce doit être ses chaussettes, ou encore sur BFM et LCI, les garants absolus de la mystification. Les médias poubelles présentés par des matrioshkas de cire pour exciter Mr. Tweedy et Martine à la ferme ta gueule, les barbituriques par leurs mensonges et Laurent de la housse de couette, troué laisse filer la vérité qui s'étend à ses pieds comme une flaque morte. Il la piétine, mine de rien, en échange d'un gros salaire jusqu'à 18 SMIC par mois. Ça donne le vertige. On peut mentir un peu,
Mais le peu devient vite trop plein, et le mensonge déborde comme une fontaine de foutre malsain qui salit la mémoire des victimes des assassins. Alors ils font de grandes phrases et annoncent des fausses vérités et des lieux communs pour meubler l'esprit vide des fidèles esclaves d'une matrice affamée d'horreur et de pornographie. Il suffit de voir comment ils ont traité François Asselineau. Ils l'ont accusé des pires sottises, de complotiste, de conspirationniste. Faut-il être un culte ou appartenir à un système de perversion du mensonge chronique? Mais il avait des preuves en main pour clouer leur bec arrogant au pilori de leurs détestables ambitions. Mais non, cela ne suffisait toujours pas. Gazi Gaza, cet obscur journaliste infatué de lui-même qui demandait avec une insistance insolente à Asselineau le prix d'un porte-avions. Mais bien sûr, des porte-avions, Asselineau en prend 3 au petit déjeuner. Il en ramène 10 le dimanche matin, et même fourré avec ça. Tout le monde le sait combien coûte un porte-avions, n'est-ce pas? Avec un petit café dans sa culotte? Cessons cette hypocrisie troublante et vacillante face à l'honnêteté, la mauvaise foi petite bourgeoise et bien pensante, qui propose toujours aux exégètes son irritante ambiguïté. Ils ont devant des millions de spectateurs au quotidien, avec l'aplomb des comédiens sûrs de leurs effets, des bons mots et des plaisanteries d'un comique sordide et lourd, comme celui de Molière, disait Baudelaire dans le spleen de Paris. Ils sont persuadés d'avoir de l'esprit, lourd comme un popeau d'âme, à écraser les vérités au fur et à mesure qu'ils avancent. Il n'y a rien de plus grotesque, de plus abominable que leurs conneries abracadabrantesques. Dieu que je l'exècre, cette petite bourgeoisie populaire, arrivée, parvenue à avoir plus que les autres. C'est la même qui a vendu les juifs parisiens, je répète, c'est la même qui a vendu les juifs parisiens du Veldiv pour bien faire. Alors si, Marine Le Pen, la France est responsable, eux sont responsables. Ils sont encore là, les rats, les collabos, les dénonciateurs, les pourfendeurs du vrai. Ils sont encore plus puissants. Ils sont l'esprit qui exècre l'intelligence parce que justement, ils en manquent. Et nous les écoutons de notre plein gré tous les jours en croyant qu'ils parlent vrai. Et nous les subissons, mais pire encore, nous les entretenons. Pouah! Pourriture de démocratie lorsqu'elle est dans la main des vilains. Pourriture de journalistes serviles manants qui se prennent pour des saints. Lorsque la démocratie est dans la main des affreux, d'un affreux comme celui-là, le porteur de valise du PS, ancien ministre dont les mains sont encore couvertes de sang, celui de la patrie en deuil, et l'autre ahuri de droite, le champion du monde qui se voyait président, arrogant, suffisant, sublime, revanchard hagard, tricheur à ses heures, menteur, comme des dents un arracheur, porteur lui aussi, mais d'une batterie de casseroles lestées du plomb du mensonge et du mépris des classes populaires. L'homme à la main baladeuse, il se serre dans la poche des Français pour améliorer son train de vie à titre costume. Celui qui se prend pour l'Odyssée sans le moindre honneur, en faisant languir d'ennui sa Pénélope, qui file un mauvais coton d'Égypte. Mais dès son débarquement sur Cythère, Pénélope crie sur le quai en agitant la main « Courage, Fillon !» L'usurpateur a juste le temps de remettre sa toison, son costume paillé d'or, les ornements les plus purs qu'il a volés en personne à ce peuple qu'il disait sien, comme il n'a laissé en héritage que les puces sur son chien. Et son pendant, le laquais Hollande, lui et ses maîtres ont bien ficelé l'avant-campagne présidentielle. Jack s'occupe de l'arrière des enfants de cœur, aux messes des sous-officiers de hussards, alors que Fabius est nommé au Conseil constitutionnel le 8 mars 2016, malgré sa maladie, la tremblote aiguë, celle qui l'empêche de se délecter d'une délicieuse torchée au marron sans en étaler sur son veston de luxe. Sa gourmandise préférée, dit-on, mais achetée chez Fauchon, face à des enfants pauvres qui bavent devant la vitrine et qui sont fauchés par les plaies.
Une personne atteinte comme lui devrait être en arrêt maladie. Soyons charitables, mais non. L'oligarchie qu'il sert amoureusement depuis si longtemps, en compromettant la vérité avec le mensonge, a encore besoin de Jéricho. Dis, traîne savate, dis l'avare, dis le rat, car il est avare comme un rat. Gourmand, grignotant les miettes de fromage réservées aux pauvres et bénissant toutes les demandes du maître oligarque pour refuser toutes celles du peuple. Il est le frein loyal du système, il est l'amortisseur déloyal de la nation. Souvent, la maladie frappe à la porte des plus malfaisants et l'on se dit « C'est de bonne guerre, tôt ou tard, on paye toujours ses mauvaises actions. » Mais plutôt tard que tôt. Mais non, aucune guerre n'est bonne, pas même contre un tel maudit. J'avais une mamie de cœur, mamie Gaby. C'était la mère de mon ami Bernard. Je l'aimais et elle m'aimait comme son fils. J'étais le 5e fils, celui qui était mort jadis là-bas en Tunisie, et qui revenait à la vie sous les traits d'un autre. « Je te jure, Philippe, c'est toi, disait-elle. Elle me demandait de l'aider à mourir et je répondais « Jamais, mamie, jamais. » Je l'aimais trop pour la perdre. Mais à force de vouloir, elle y est parvenue toute seule. La volonté humaine est puissante lorsqu'elle flirte avec la faucheuse. Lorsqu'elle est partie rejoindre les anges, elle s'est relevée sur son lit d'hôpital et elle a regardé tous ses enfants. Et elle a dit « Mais il est où, Philippe ?» Mamie Gaby s'est éteinte comme la flamme d'une bougie. Là, dans cette chambre d'hôpital, entourée de ses enfants. Bernard m'a appelé quelques minutes plus tard pour me l'annoncer. Il devait être 4 heures du matin, l'heure du tigre. Sa voix avait une intonation particulière. Elle était chargée de désespoir. Alors nous avons pleuré pour qu'il s'échappe de notre corps. Mais la tristesse y demeure encore. Excusez-moi. Une des sœurs de la fratrie m'avait chassé en me disant que ma place était ailleurs. Alors que, lorsqu'elle était absente, je m'occupais avec dévouement de mamie Gaby, jusqu'à la mener à la porte des toilettes. La pauvre ne tenait plus debout, sa main dans la mienne lorsqu'elle était lasse. Je lui parlais et lui faisais écouter du Mozart sur mon téléphone pour l'apaiser. Je refusais de la laisser seule dans cette lente agonie du cancer. Elle qui avait tant souffert ne supportait plus les malfaisants, au point que dès qu'elle en parlait, elle disait « Mais qu'il crève !» C'était sa phrase. Bernard et moi nous en amusions, nous nous jetions des regards complices, comme ceux des frères entre eux. C'était un temps merveilleux, plein de rire et de joie, de petits bonheurs simples et heureux. Je suis certain que les parents et amis des victimes de l'affaire du sang contaminé doivent éprouver une vibration sensiblement similaire à l'égard de cet ancien ministre socialiste aux ambitions insatiables. Je ne leur donnerai aucun conseil, chacun est libre de penser comme il le souhaite, tant qu'il n'embarrasse pas son prochain. Venons-en à ce futur président, Macron, le manuel, plus doué que d'autres en l'occurrence, qui sort de la banque Rothschild par la grande porte pour être nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en 2014, juste assez tôt pour préparer sa campagne présidentielle. Protégé, puis introduit par François Hollande, lui, le journal de l'homme moderne, le manuel de la finance, le gueulard de la criée sur le port un jour d'été, lui, le parfait inconnu, nous est vendu comme un messie. Non, pas le footballeur, mais non, mais si. Le plan diabolique se met en place progressivement. 2 ans après avoir été adoubé, Macron écrase littéralement les autres candidats à la présidentielle, sauf Marine Le Pen, pour l'instant. François Asselineau, le danger absolu de cette oligarchie, est éliminé avec un score humiliant et ne faisant pas honneur à son programme, qui est le seul à pouvoir sauver la France. Ses sympathisants s'en étonnent à raison.
La logique voudrait qu'il ait fait au minimum 5%. Or, il fait un score de 0,9. Qui peut y croire? Justement, personne. Mais comme il était menaçant et que si l'on est capable de donner 23% des intentions de vote, 22% des intentions de vote à Macron, qui n'a fait que du mal à la majorité des Français pendant 2 ans, qui peut expliquer sa victoire en dehors d'une tricherie manifeste de cette même oligarchie qui a voulu l'humilier, lui, Asselineau, ainsi que ses sympathisants, pour leur faire comprendre que nul n'a le droit de contrecarrer les plans du nouvel ordre mondial. Macron est un produit dont on se sert pour atteindre un but. Le liquide vaisselle est un produit. Le préservatif est un produit utile pour éviter de contracter une MST. Macron serait-il ce préservatif qui préserve les intérêts financiers pour éviter qu'ils soient fragmentés et distribués aux plus pauvres en juste répartition? Car s'il y a des riches, c'est toujours grâce aux pauvres. En effet, et comme tout produit, Macron a ses créateurs, dont le NED. 2 points, ouvrez les guillemets. Je reprends un petit paragraphe d'un article fort intéressant dont je laisse la référence sur le texte publié sur Facebook. D'ailleurs, toutes les références littéraires le sont également. Le NED, Fondation nationale pour la démocratie, et on y croit encore, qui est une fondation privée à but non lucratif américaine, fondée en 1983, conjointement par les républicains et les démocrates. Ça ne vous dit rien, cette alliance gauche-droite? Bien que son orientation générale soit celle du mouvement néoconservateur, son objectif déclaré est le renforcement et le progrès des institutions démocratiques à travers le monde. On a vu ce que la démocratie a fait en Irak, merci. Et en Libye, j'en parle pas. En fait, et vous l'aurez deviné, il s'agit d'un instrument de l'hégémonie américaine. La NED finance de nombreux think tanks dans le monde. Ce sont les chambres de commerce américaines et les multinationales, telles que Chevron, Coca-Cola, Goldman Sachs, Google, Microsoft, etc., Fondation Bill Gates et j'en passe, qui financent la NED. Et comme une évidence, cet organisme a été créé spécialement pour servir de substitut à la CIA, car c'était elle qui s'occupait de cette stratégie auparavant. Rassurez-vous, elle n'est pas loin. Parmi ses membres, on y croise des élus du Congrès, des patrons de multinationales, des lobbyistes, mais aussi des membres de la CIA. Point, fermez les guillemets. Ne vous étonnez pas de voir actuellement des grands patrons de foire soutenir Macron en France. C'est la suite logique qui confirme cet article. Macron a déjà parlé d'une alliance gauche-droite, alors que ce qu'il vise en réalité, c'est la totale destruction de la gauche, enfin du PS, qui passe de socialiste en une nouvelle forme de national-socialiste, à tendance d'extrême droite, puisque dans son programme néoconservateur, il déclare la destruction des acquis sociaux dans leur ensemble, la destruction des lois sur le travail, la diminution des allocations chômage, des remboursements de la sécurité sociale et la diminution des pensions retraite. Gauche-droite, le croyez-vous encore? Mais qui va voter pour un type pareil? Et pourtant, c'est lui qui remportera cette élection. Il faut réfléchir. Macron, c'est le vendeur vendu ou le vendu vendeur. C'est qu'à force, il nous ferait peur. En tous les cas, il me fait peur, son programme. C'est la destruction organisée de la France, au point que j'en viens à imaginer François Asselineau en Premier ministre de Marine Le Pen pour la sauver, la France. Faudrait y penser à ça. La sauver contre tous ces faux culs de basse-fosse, ces gens sans honneur, la bande à Fillon du Bois de Boulogne, ces traîtres de la droite qui gerbaient des bouquets fanés sur le jeune Macron et qui se prosternent aujourd'hui à ses pieds de hobbit comme de vils courtisans en quête des plus odieuses faveurs. On s'en foutra nous aussi, plein la gueule. On les enculera, vos putains, disait Céline dans Bagatelle pour un massacre. Une idée me saisit soudain. Et si on imposait à ces députés félons
qui se renient comme des traîtres, qui retournent leur veste sans remords pour obtenir les futures faveurs présidentielles, et si on leur disait qu'un passage obligé s'impose, et si on les offrait en holocauste à leur nouveau dieu Macron, pantin de l'oligarchie, le Pinocchio français. Hollande exècre la religion, mais pas les religieux, nous avons pu le constater. Il écarte le citoyen du texte saint, pourtant chargé des plus profondes vérités. Ainsi, lorsque Lot fut visité à Sodome par 2 anges venus le sauver, lui et les siens, entre guillemets, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Donne-nous ces hommes qui sont chez toi pour que nous les pénétrions. » Lot, en bon père protecteur, préféra offrir ses filles que de remettre les anges de Dieu aux sodomites. Il s'était mis au gin avant de se mettre au verre et à la boisson pour repeupler la terre de filles et de morpions. On dit que l'adultère est un crime, mais l'inceste est dans la Bible, et sans lui nous ne serions pas là. Quelle moralité! Tais-toi donc, texte malsain, ne bouge plus, pas inceste. Eh bien nous, peuple de France, nous offrons ces députés félons pour qui nous avions voté, qui devraient pourtant nous représenter. Nous les offrons à ce jeune Macron, puisqu'il le désire tant, qu'il les fasse souffrir pour qu'il soit obéissant, car traître une fois, traître toujours, c'est pour cela qu'il déteste mes calembours. Alors, entre guillemets, voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement, je lui ai donné tous les noms de la terre, et encore d'autres, bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec, et il m'a dit « Arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec, je vais t'enfiler de la série noire. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-le-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'ai faim, l'amour, moi j'aime ça, l'amour qui fait boum. Boris Vian, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. La référence est sur le texte. Et ce Johnny a l'idée, comme de sa suite en Jamaïque. Jadis, les Ottomans récompensaient les traîtres d'une seule et unique façon. Après les avoir gracieusement payés, ils leur tranchaient la tête. Ne devrions-nous pas appeler Guy à la Saint-Jean? Oui, guillotine, pour qu'il les caresse dans le sens du poil. Il a l'âme vagabonde, mais tranchante comme la vérité. C'est un ami qui gagne à être connu pour être rasé de près. Je crois que les bonnes manières se perdent dans notre pays. Nous vivons une époque formidable. Excusez-moi, c'était un peu long, mais ça valait le coup. Salut!